Chaque année, ils sont plusieurs centaines de milliers à tenter de fuir l'Afrique pour gagner l'Europe. Mais ils sont de moins en moins nombreux à y parvenir. L'une des raisons, l'Union européenne conclut des accords avec les États africains. Plus d'aide au développement contre un plus grand contrôle des flux migratoires. Viele Jahre lang haben die Entwicklungspolitiker sich mit den Fragen der Sicherheit nicht ausreichend beschäftigt. L'Union européenne ne cesse de renforcer son influence sur le continent africain depuis la Méditerranée. Elle compte parmi ses partenaires des régimes dictatoriaux qu'elle avait pris soin d'éviter jusqu'alors. Les frontières deviennent étanches. Disons les choses comme elles sont. Émigrer n'est pas un crime. Alors pourquoi criminaliser les migrants? Le phénomène crée également de nouveaux débouchés pour les industries de l'armement et de la sécurité. Impossible d'envoyer des patrouilles à pied sécuriser les milliers de kilomètres de frontières qui séparent la Libye de l'Égypte. Il existe des technologies pour cela. Il suffit juste de les payer. L'Union européenne dépense plus de 8 milliards d'euros pour tenter d'endiguer les flux migratoires, avec des répercussions imprévisibles et invisibles depuis l'Europe. Le Sahara, c'est un cimetière à ciel ouvert. Alors, quelles sont les conséquences de cette nouvelle politique européenne? Une très ancienne route commerciale du Niger. Elle était autrefois empruntée par les caravanes qui traversaient le Sahara en direction de la Libye. Aujourd'hui, c'est encore l'axe principal du commerce local, celui par lequel transitent les marchandises des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne vers la Libye et les côtes méditerranéennes. Ces dernières années, cette route a également constitué le principal itinéraire des migrants africains qui cherchaient à gagner l'Europe. Il n'est pas recommandé de l'emprunter sans escorte armée. Au bout de 80 km, à travers le désert sur la route officielle, premier checkpoint. Depuis 2012, les Européens participent à la formation des forces de sécurité nigériennes. Leur mission, interpeller les passeurs pour endiguer le flux migratoire. Les contrôles sont systématiques. Tout passager donnant l'impression de vouloir gagner l'Europe est immédiatement arrêté. Le résultat est que ces points de contrôle sont désormais contournés par les migrants. Ici, on ne croise plus de migrants venus d'Afrique de l'Ouest, mais des ouvriers et des commerçants touaregs habitués depuis toujours à traverser le désert et franchir les frontières. Moi, mon père et ma mère, nous sommes tous nés en Libye. Les commerçants nous expliquent que leurs affaires se portent moins bien depuis que la route des migrants ne passe plus par ici. Le flux ne s'est pas tari pour autant, nous apprend Adoua Mohamed, touareg et membre du conseil régional d'Agadez. La désert, c'est large. Même si on stoppe ici, on peut voir ça hier encore. Donc, il peut prendre passager et les migrants, il fait le tour des postes. On connaît tous les checkpoints qui sont dans le désert, donc on fait tour jusqu'à la Libye. Donc, ça n'empêche pas, je ne dis pas que ça diminue, ça devient plus. Moins d'officiels, il n'y a pas d'officiels maintenant de trafic qui va, mais il y en a toujours. La route est longue jusqu'en Libye. Les journalistes ne sont pas admis plus loin. Pour leur sécurité, officiellement. Adoua Mohamed nous explique que les migrants font désormais d'importants détours. Les groupes quittent la route et contournent checkpoints et points d'eau, désormais placés sous surveillance avec le concours de l'Union européenne. Mais en plein désert, le risque augmente à mesure qu'on s'éloigne de l'axe principal. La moindre défaillance mécanique peut être fatale. D'après les agences de l'ONU, le nombre de morts augmente dans cette partie du Sahara. Les autorités nigériennes coopèrent avec l'Union européenne. Elles se sont vues promettre 1 milliard d'euros au titre de l'aide au développement. Une somme considérable pour cet État désertique, parmi les plus pauvres au monde.
Le gouvernement est passé à l'action, conformément aux consignes de Bruxelles. Il y a peu, le transport des migrants était un commerce prospère. Il est aujourd'hui considéré comme un trafic et puni par la loi. Les anciens passeurs sont les grands perdants de ce durcissement. Avant, cet endroit-ci était en quelque sorte un marché, tous les lundis. C'est ici, ça ressemble toutes les voitures, les camions qui vont sur la destination de Libye. Et c'était un business légal, normal? Légal, devant les yeux de l'autorité, devant les gens. Il y a des taxes qu'on paye. On paye des taxes. Les passagers payent des taxes à la mairie. Cette activité est désormais interdite. L'Union européenne entend compenser ce manque à gagner en favorisant des projets destinés à soutenir le marché de l'emploi. On a entendu à la radio, les Blancs ont donné des millions d'euros, on n'a rien vu. On va faire arrêter les passeurs, on va leur donner une profession, un métier. Le commerce, l'élevage, on n'a rien vu. On n'a même pas vu une chèvre. Et on est là. Ces deux pick-up se trouvent ici, aux côtés de plus d'une centaine d'autres véhicules saisis par les autorités. Plus de 100 passeurs présumés sont actuellement incarcérés ou en détention préventive. Les migrants qui voyageaient à bord de ces pick-up ont été envoyés dans des camps de réfugiés, placés sous l'autorité d'associations humanitaires. Ils doivent être expulsés vers leur pays d'origine. Deux cartes d'identité, on dirait. Liberia, né le 25 mai 1993, avec photo. La station de radio Sahara FM rencontre régulièrement des conséquences économiques de la politique de l'Union européenne, ainsi que de ceux qui trouvent la mort dans le désert. Ok, merci, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que c'est? Lui, c'est un migrant qui est mort on l'a trouvé mort dans le véhicule, vous voyez? C'est parce qu'on a bloqué la seule route que tout le monde connaît, qui est une route balisée, que nos grands-parents ont suivie. L'État du Niger n'autorise pas les journalistes étrangers à aller dans le désert. Pourquoi? C'est parce qu'on cache quelque chose. Eh bien, je me dis que le Sahara, c'est un cimetière à ciel ouvert. Le renforcement des contrôles serait donc responsable de l'augmentation des morts dans le désert. L'accusation est grave. Pour le gouvernement de Niamey, ces contrôles renforcés sont justement destinés à empêcher les migrants de se mettre en danger. L'Union européenne dirige la mission ECAP, qui vise à épauler la police nigérienne. Quelques 80 Européens travaillent à son quartier général, situé à Niamey, et 20 autres à Agadez. Leur objectif, aider les autorités nigériennes à rendre leurs contrôles plus efficaces. C'est une région très dangereuse. Alors l'imagerie satellite nous aide beaucoup. Mais on est également obligé d'être présent au sol. Et l'idée est donc de surveiller ce point d'eau? Oui, c'est d'ailleurs ce que font les autorités. Ils essaient de se rendre sur place. Mais l'autre difficulté, c'est qu'ils n'ont pas forcément la mobilité nécessaire. Ils n'ont pas les véhicules. Je crois qu'à Bilma, par exemple, la gendarmerie a une seule voiture. Ils en auront bientôt d'autres? Oui, et c'est grâce à l'Allemagne. C'est une très bonne chose. Berlin a livré plus de 200 véhicules, entre autres équipements. Mais nous n'avons pas été autorisés à rencontrer les fonctionnaires de police allemands de la mission ECAP, ni à les filmer dans leur travail. Le Niger est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Comme dans l'Union européenne, ses ressortissants peuvent circuler librement et sans visa d'un État membre à l'autre. Du moins en théorie. La frontière entre le Niger et le Burkina Faso traverse l'un des principaux axes de migration entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Ceci n'a pas échappé à l'Union européenne. Officiellement, Bruxelles soutient la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest, mais pas sans condition.
La plupart des Africains qui émigrent le font au sein même du continent, le plus souvent pour se rendre dans un pays voisin. Franchir les frontières fait partie de leur quotidien. C'est pourtant de plus en plus difficile. Parmi ces voyageurs se trouvent aussi des migrants qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. La Belgique, par exemple. C'est arrivé au Niger et puis la police migration m'a fait retourner. On nous a dit qu'on partait risquer notre vie dans le désert, que c'est pas normal. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est normal. Même si je mourrais puis que j'avais quelque chose à atteindre, je vois que sans ça, je ne suis pas heureux dans la vie, puis que c'est ce que mon cœur désire. Et c'est comme ça. Son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, est membre de l'UEMOA. Tu n'as pas besoin d'un visa pour Niger, je pense? Non, normalement, le Niger, c'est un pays CEDEAO. Et puis moi, je viens d'un pays CEDEAO et je n'ai pas besoin de visa. Il est prêt à retenter sa chance. L'Union européenne a atteint son objectif au Niger et remporté une première bataille en tarissant le flux migratoire. L'Union européenne consacre des moyens importants pour réduire l'immigration en provenance d'Afrique. C'est le résultat d'une nouvelle stratégie. Certains pays africains sont désormais au centre de toutes les attentions. Bruxelles a débloqué plus de 8 milliards d'euros supplémentaires pour l'Afrique jusqu'en 2020. L'objectif est clair. This framework rethinks how all actors, member states, EU institutions and third countries work together to bring order to migration flows and strive for well-managed migration. We propose to use a mix of positive and negative incentives to reward those third countries willing to cooperate effectively with us and to ensure that there are consequences for those who do not. This includes using our development and trade policies to create leverage. Thank you very much. L'Union européenne renforce donc son aide au développement envers certains pays et attend pour cela quelques contreparties. Les principaux pays ciblés sont ceux dont proviennent les migrants, ainsi que ceux que les migrants traversent pour rejoindre la Méditerranée. Bruxelles a même négocié des accords avec des pays longtemps frappés par des sanctions, comme le Soudan. Le président Omar el-Béchir est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale de La Haye. Il est suspecté de plusieurs génocides au Darfour, région en proie à une guerre civile. Réélu en 2015, avec plus de 94% des voix, le président a reçu les félicitations des dirigeants égyptiens, zimbabwéens et saoudiens, mais pas européens. Concert de louanges à Khartoum, vague d'indignation à Bruxelles. Mais dès l'année suivante, l'Union européenne reprend ses discussions avec le Soudan. Des documents confidentiels montrent quel est l'objectif des autorités européennes. Réduire les mouvements migratoires vers l'Europe. Il semble que le prix à payer pour cela soit élevé. Il existe un risque élevé d'atteinte à la réputation que l'Union devrait peser soigneusement. Il n'est pas facile de se rendre au Soudan pour un journaliste occidental. Khartoum se méfie. Un agent des services secrets nous accompagne pendant tout le tournage. Il nous est interdit de rencontrer des opposants au régime. Le Soudan est un État policier qui a longtemps été tenu à l'écart de la communauté internationale. Mais les sanctions ont récemment été assouplies. L'Occident réhabilite le régime de Khartoum. Le Soudan est le troisième plus grand pays d'Afrique. La surveillance de ses frontières, longue de près de 7000 km, mérite d'être renforcée. À la frontière avec la Libye, c'est le travail des RSF, les forces de soutien rapide. En 2016, alors que les négociations avec l'Europe étaient à leur apogée, les RSF ont présenté 700 réfugiés interpellés. Pour leur commandant, le message était clair. إذا بدنا نقول 3 مرات 4 ما بقولوا دي الثالثة أني إحنا الناس ديل ما متضررين منهم أفهموا الكلام ده تمام الناس ديل ماشيين أوروبا إحنا الآن شغالين نيابة عن شنو؟ عن أوروبا. Le général et ses troupes sont précédés d'une triste réputation. D'après l'enquête de la Cour pénale, le général Himiti aurait commandé une milice montée pendant la guerre civile au Darfour,
les Janjaweed, c'est-à-dire les hordes à cheval. Cette milice est soupçonnée d'avoir procédé à une épuration ethnique pour le compte de la présidence. Elle est aujourd'hui postée dans le nord du pays et affectée à la surveillance des frontières. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme soupçonnent les forces de soutien rapide de mauvais traitements envers les migrants. Ceux-ci seraient expulsés vers leur pays d'origine, l'Éthiopie et l'Érythrée, sans examen de leur demande d'asile. L'Union européenne conteste toute forme de collaboration avec les RSF. L'interlocuteur de Bruxelles est le général Dahiya. Il n'est pas membre des RSF, mais responsable de la police aux frontières au sein du ministère de l'Intérieur. Le général arrive en retard à notre rendez-vous. Il dit avoir été retenu par des entretiens avec des chefs de projet de l'Union européenne. Pour lui, les réfugiés arrivant sur le sol soudanais seraient traités conformément aux normes du droit international. Il y a des allégations contre les RSF au nord. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Je ne crois pas, car nous n'avons reçu aucun signalement à ce sujet. Alors que nous avons aussi une commission nationale des droits de l'homme. Nous contrôlons l'identité des personnes arrêtées ou interpellées à la frontière. Si ce sont des réfugiés, nous les ramenons dans leur camp. Mais si ce sont des clandestins, nous collaborons avec leurs ambassades, qui leur remettent des papiers afin que nous puissions les renvoyer dans leur pays. Il y a un domaine qui laisse à désirer dans le contrôle des frontières. C'est l'équipement. Le général Dahiya nous fait part d'une série de coopérations avec l'Union européenne. Un nouveau centre d'opération à Khartoum, des liens avec les services de police allemands et des formations assurées par l'agence allemande de coopération internationale, la GIZ. La GIZ est la principale force de mise en œuvre. Elle a des partenaires comme l'OMI, l'ONUDC, etc. Mais ce sont les Allemands et la GIZ qui dirigent tout. Et les formations ont déjà commencé? Oui, ça a commencé. Je pense qu'on a dû former plus de 100 officiers à ce jour. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les représentants de la GIZ, ni les formations qu'ils dispensent à la police des frontières. L'agence nous a toutefois confirmé par écrit que l'entraînement des forces de sécurité soudanaises faisait désormais partie de ses missions. Mais pas question de s'exprimer face à notre caméra. La délégation de l'Union européenne à Khartoum nous affirme qu'elle coopère avec certaines unités, mais pas avec les RSF. Quant aux livraisons de matériel, elles ne seraient pas à l'ordre du jour. Il y aura sans doute un jour des livraisons d'ordinateurs, pour des raisons évidentes. Si vous voulez échanger de l'information, il vous faut des réseaux et des équipements. Mais ce sera tout. Alors quand il dit qu'ils attendent, il doit y avoir un malentendu. Non. Non. Ils essaient d'obtenir des choses. Ils essaient. Vous savez, les Soudanais sont conscients des effets négatifs de leurs années d'isolement. Ils veulent renouer le dialogue avec la communauté internationale. Ils veulent regagner une certaine légitimité. Et donc, ils essaient. Pour l'ambassadeur, le Soudan ferait des progrès, y compris en matière des droits de l'homme. Il défend le principe d'une coopération pour la protection des frontières. L'un des auteurs du rapport se dit inquiet du fait que le dialogue entrepris puisse renforcer un régime dictatorial. C'est une question essentielle. Mais clairement, nous ne pensons pas que la confrontation puisse permettre d'améliorer la situation. Vous avez plus de chances de faire bouger les choses en acceptant de dialoguer. La frontière entre le Soudan et l'Érythrée se trouve à une dizaine d'heures de route de la capitale. Les patrouilles capturent régulièrement des migrants érythréens dans cette région. Services secrets, armée et police travaillent en étroite collaboration. Ceci nous a été confirmé par un officier des services secrets haut placé, mais qui préfère ne pas être filmé.
Les troupes régulières sont elles aussi soupçonnées de violation des droits de l'homme. La frontière est une ligne invisible traversant le désert sur 600 km. Elle revêt pourtant une importance stratégique. 5000 personnes la franchissent chaque mois pour fuir l'Érythrée. La Corne de l'Afrique est une région peuplée de 9 millions d'habitants. Le Soudan doit empêcher une partie de ses réfugiés d'atteindre l'Europe. Je trouve que les efforts déployés par la police et le comité de sécurité de Kassala dans la lutte contre cette criminalité, qu'il s'agisse de libérer les victimes ou d'arrêter les coupables pour les traduire en justice, ne sont pas suffisamment mis en avant par les médias. Il faudrait indiquer clairement les mesures que nous prenons, que tout le Soudan prend ici dans l'état de Kassala. Le chef de la police de Kassala affirme que des représentants de l'Union européenne et de plusieurs de ses États membres lui auraient fait des promesses bien concrètes. Nombre d'engagements n'ont toujours pas été tenus. Je ne dirais pas qu'on nous a menti, mais nos moyens restent très limités et ne sont pas à la hauteur du flux migratoire actuel. Nous n'avons pas reçu grand-chose, tout au plus quelques motos. De quel pays européen provenaient ces motos, nous ne le saurons pas. Mais quel est le sort des personnes arrêtées par la police à la frontière? L'un des principaux camps de réfugiés, situé près de la frontière avec l'Érythrée, se trouve en plein No Man's Land, à 2 heures de route de la ville la plus proche. Ce camp accueille officiellement 40 000 réfugiés, originaires d'Érythrée pour la plupart. L'Érythrée soumet tous ses citoyens, hommes et femmes, à un service militaire très dur qui peut durer plusieurs années. Il est arrivé que les gardes frontières tirent sur les personnes cherchant à fuir le pays. Dans le camp, la sécurité alimentaire est précaire. De nombreux mineurs isolés y sont hébergés, ainsi que plusieurs femmes ayant cherché à émigrer par leurs propres moyens. On était 7. On était pourchassés par une bande de passeurs. 5 d'entre nous ont réussi à s'enfuir. Moi et une autre, on a été attrapés. Ils nous ont séquestrés et violés pendant 3 jours. Puis ils nous ont pris tout notre argent et relâchés juste avant la frontière soudanaise. Les réfugiés se sentent pris au piège. Il n'y a rien ici. On ne veut pas rester au Soudan, mais demander l'asile en Europe pour pouvoir vivre une meilleure vie. Par exemple, aller à l'école, apprendre la langue du pays, juste avoir une vie meilleure. Ces réfugiés sont assignés à résidence. Officiellement, il leur faut une autorisation spéciale pour quitter le camp, et celle-ci n'est pas facile à obtenir. Les routes du Soudan sont jalonnées de checkpoints où l'identité des voyageurs est contrôlée. Le seul moyen de les franchir est de connaître un passeur ayant lui-même des contacts avec les autorités. Le ministère de l'Intérieur ne nie pas l'existence de la corruption. Il affirme même la combattre. Mais selon d'autres sources, des fonctionnaires soudanais et érythréens seraient impliqués dans le trafic des migrants. Le gouvernement érythréen se méfie des journalistes occidentaux. Impossible d'obtenir un visa pour une équipe de tournage si on enquête sur les raisons de cet exode massif. Le régime d'Asmara a été comparé à celui de la Corée du Nord. Les migrants fuient avant tout leur propre gouvernement. Ils sont déjà plus d'1 million à avoir pris les routes de l'exil. Les Nations Unies font état de crimes contre l'humanité, comme l'esclavage au sein des forces armées ou l'utilisation du viol comme arme de répression. Un régime dictatorial avec lequel l'Europe resserre actuellement ses liens. Vor Müller war fast 20 Jahre kein deutscher Spitzenpolitiker hier. Die Flüchtlingskrise zwinge zum Reden, sagt der Minister. Une poignée de main avec le dictateur. Bruxelles veut déployer des programmes de coopération en Érythrée afin de former les magistrats locaux aux procédures contre les passeurs. Les services secrets érythréens sont actifs sur tout le continent et redoutés. S'ils interceptent quelqu'un en train de fuir le pays, ils le torturent à mort. Ce sont des traitements atroces qui ont pour but de tuer.
comme pendre quelqu'un à un arbre. Notre informateur a lui-même été longtemps en prison avant de parvenir à s'enfuir dans un autre pays africain. Il connaît parfaitement les réseaux de passeurs érythréens et porte des accusations graves. Il y a un moyen plus simple et moins dangereux. C'est de passer par le réseau de l'armée ou des autorités. Ils organisent votre passage en mettant à disposition leurs propres véhicules et leurs hommes. La plupart du temps, vous avez un colonel qui dirige l'expédition et vous permet de passer les checkpoints. C'était environ 5 000 $ jusqu'à récemment, mais c'est passé à 8 000. Des fonctionnaires reconvertis en passeurs. Est-ce possible? Les autorités érythréennes le contestent formellement. Une chercheuse des Pays-Bas a publié une étude très documentée sur les réseaux de passeurs érythréens. La première chose à dire, c'est que dans un pays aussi fermé et aussi contrôlé, il est impossible que le gouvernement n'ait pas connaissance d'une traite d'êtres humains à une telle échelle. Dans les entretiens, les réfugiés évoquent un bureau appartenant au général Manjus, au Soudan oriental. Celui-ci serait derrière un grand nombre des enlèvements de migrants. Les travaux de Myriam van Ryzen lui ont valu une plainte du gouvernement d'Asmara. Mais le tribunal lui a donné raison. Elle reste critique envers l'Érythrée, mais aussi envers l'Union européenne. En fait, ce que nous soutenons, ce sont des organisations mafieuses qui exercent un contrôle sur les populations locales. Ce qui est très curieux dans la politique européenne, c'est que pendant des décennies, Bruxelles a conditionné l'octroi des aides au développement au respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. À juste titre, me semble-t-il. Et aujourd'hui, alors que de nombreux Africains se disent qu'il est très important de se doter d'une société civile, l'Union européenne met soudain tout cela de côté pour conclure des accords extrêmement cyniques, motivés uniquement par son propre intérêt. Mais c'est une vision à très court terme, et tout cela finira par nous revenir au visage. Les autorités érythréennes sont également actives en Europe. Mais cela menace-t-il les migrants érythréens? En Allemagne, la plupart ont élu domicile dans les Länder de Hesse et du Bade-Württemberg. Ils ont généralement obtenu le statut de réfugiés. Un grand nombre ont déjà vécu la moitié de leur vie dans ce pays. C'est le cas de Jonathan Abt. On m'a donné au départ la possibilité de me développer et j'ai l'impression d'en avoir fait plutôt bon usage. J'ai des revenus fixes qui me donnent satisfaction. Cela fait 17-18 ans que je suis dans cette entreprise et je m'y sens vraiment bien. Mais Jonathan n'est pas à l'abri du gouvernement érythréen. Asmara impose à ses ressortissants installés à l'étranger de reverser 2% de leurs revenus à l'État. Une taxe sur la diaspora censée financer la reconstruction du pays. Leur influence s'étend jusqu'ici, et pas qu'en Allemagne, dans le monde entier. Si j'ai besoin de quoi que ce soit à l'ambassade, n'importe quoi, il faut que je prouve que j'ai bien payé ces 2%. C'est inouï. Comme si je devais montrer mes bulletins de salaire à un agent de recouvrement pour qu'il calcule combien je lui dois. Et le tout sans reçu. On marche sur la tête. Je ne peux même pas déduire ça de mes impôts. L'Allemagne a interdit à l'ambassade d'Érythrée ce genre de pratique. Mais les intimidations continuent d'après Jonathan, qui évoque aussi le rôle ambigu des traducteurs dans les procédures de demande d'asile, ainsi qu'un incident survenu aux Pays-Bas. La Hollande, par exemple, a expulsé cet agent recouvreur, qui était en fait l'ambassadeur. Allez, dehors.
J'aimerais bien que les autres pays européens en fassent autant. C'est le seul moyen pour que les gens se disent « Ah, tiens, il y a une justice ». Accords de coopération avec des régimes autoritaires, réfugiés en détresse, morts dans le désert, des politiques mises en place qui semblent bien lourdes de conséquences pour l'Afrique. Nous avons rendez-vous avec un stratège de haut rang à Bruxelles, Stefano Manservisi, ancien responsable de la politique de migration et des affaires intérieures. Il dirige aujourd'hui la coopération internationale et le développement. Il y a des peurs dans les sociétés européennes. Toute la question est de savoir pourquoi et comment y répondre. L'Union européenne a été appelée à l'aide et elle essaie de jouer son rôle, quitte à adopter une démarche parfois assez audacieuse. Il y a donc trois choses. D'abord, la voie traditionnelle, un peu plus structurée, disons, entre le Sahel et la Corne de l'Afrique. Ensuite, le renforcement des institutions et des capacités des États, afin qu'ils puissent gérer leur territoire, lutter contre les réseaux criminels, etc. Et enfin, la réintégration des clandestins. La collaboration avec des dictatures comme le Soudan serait une pure question de pragmatisme. Les camps sont une réalité, il faut leur apporter de l'aide. Parce que si la vague de migration reprend en provenance de ces camps, on fera face à un nouveau problème. Si on ferme Agadez et qu'on laisse ouvert Koufra, par exemple, on n'aura fait que dévier les trafics. Alors coopérons afin d'améliorer la gestion d'ensemble. Mais cette vision pragmatique n'est-elle pas assortie de conséquences graves? Les migrants morts en plein désert du Niger, par exemple. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. C'est malheureux, il y a des gens qui meurent. Mais de là à dire que cette politique ne vaut rien, sous prétexte qu'elle a des conséquences non voulues, qui font que des hommes en envoient d'autres à la mort, non. Je réfute cette idée d'un rapport de cause à effet. Cela peut arriver, bien sûr, mais on s'occupe de ces gens. En novembre 2017, s'est tenu un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le thème se voulait consensuel, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Mais l'Europe avait une idée en tête, que les États africains s'engagent à reprendre leurs ressortissants déboutés du droit d'asile. La question des migrations a éclipsé tout le reste. La désunion était manifeste. L'Europe n'a qu'une priorité en matière de migration, fermer ses frontières. Et elle met un tel zèle à poursuivre cette politique que parfois elle fait fi de toute prudence. Je ne veux pas dire que c'est un choix délibéré, mais s'arc-bouter sur le principe d'une fermeture des frontières à tout prix peut être lourd de conséquences. Franchir une frontière n'est pas un crime, quoi qu'on en dise. On a tous migré à un moment de notre histoire. En Afrique, les migrations sont l'un des moteurs du développement. Les émigrés envoient une partie de leurs revenus au pays. Pour de nombreux États, ces virements comptent plus que l'aide au développement accordée par l'Europe. Notre objectif est de voir une meilleure gestion des migrations légales, sans danger et bien coordonnée. Il faut voir les bienfaits de ces migrations, continuer de les envisager comme quelque chose de positif et non pas de négatif. Et peut-être cesser d'alimenter les discours d'extrême droite, point final, d'un côté comme de l'autre. Les Africains veulent plus de migration, les Européens en veulent moins. Le sommet se terminera sur un coup d'éclat diplomatique, l'absence de déclaration commune. Il faudra attendre 5 mois pour que l'Union européenne fasse un geste en acceptant unilatéralement d'accueillir 50 000 réfugiés en situation de détresse. 50 000, et pas un de plus. Pour comprendre ce que cela signifie, nous nous rendons au Sénégal. La protection des frontières européennes s'étend jusqu'ici. Jusqu'en 2006, ce village de pêcheurs situé à proximité de la capitale, Dakar, voyait régulièrement des bateaux chargés de migrants mettre le cap sur les Canaries. Nombreux étaient ceux qui arrivaient à Tenerife, malgré les dangers de la traversée. Mais ils étaient aussitôt expulsés. Je comprends que voir des gens débarquer en masse sur un nouveau continent puisse faire peur.
Je n'ai rien contre. Mais tout cela vient du fait que la libre circulation n'est pas respectée. Si on pouvait voyager librement, personne n'irait emprunter une route aussi risquée que celle de la mer. Autrefois, c'étaient les pêcheurs qui organisaient la traversée. Mais les flux ont pratiquement cessé. Pour moi, l'idéal serait de partir avec un visa d'1 ou 2 ans, de gagner un peu d'argent et de rentrer pour investir ici. Car il n'y a rien de mieux que de réussir dans son propre pays. Ceux qui veulent à tout prix empêcher les barques de pêcheurs de mettre le cap sur l'Europe sont eux-mêmes amarrés au port de Dakar. Les gardes-côtes espagnols, à 830 000 marins de l'île européenne de Tenerife. Qui commande? C'est nous qui indiquons où nous allons et quelle est l'embarcation que nous souhaitons contrôler, mais ce sont les Sénégalais qui procèdent à l'inspection proprement dite. Une unité entière de la garde civile espagnole est ainsi stationnée à Dakar, et ce depuis 2006. C'est aussi la frontière de l'Europe, puisque les Canaries font partie de l'Union européenne. La route pourrait se rouvrir à tout moment, et on aurait alors des milliers de migrants d'Afrique de l'Ouest qui pourraient entrer en Europe en passant par les Canaries. Le projet est donc de maintenir cette présence. Oui, pour les prochaines années, c'est certain. Cette présence est coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex. Mais il existe aussi des projets qui cherchent à s'attaquer aux causes profondes de l'émigration. Comme celui-ci, qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et d'une ONG italienne. À sa tête, une Sénégalaise qui ne mâche pas ses mots. Le Frontex augmente, ferme davantage les frontières de l'Union européenne. Le Frontex est en train, même au niveau de nos pays. Mais ça, c'est quoi? L'Européen, il peut venir chez nous quand il veut, comment il veut. Mais nous, pour quitter chez nous, ça aussi, c'est de l'humiliation. Ça aussi, c'est de ne pas respecter les droits humains, aussi les droits de la migration. L'homme, j'ai dit tantôt, l'homme est né libre. L'homme a une liberté de circuler. Donc, vraiment, c'est ce message que je lance à l'Union européenne pour qu'ensemble, nous pouvons construire des ponts pour se voir, se parler, se communiquer pour un monde meilleur à nous tous. Je vous remercie. L'agence Frontex a son siège à Varsovie. En 2005, l'année de sa fondation, elle disposait d'un budget de 6,5 millions d'euros. 15 ans plus tard, ce chiffre devrait atteindre 345 millions. Dans le même temps, le nombre de ses employés sera passé de 45 à 1000, sans compter plusieurs milliers de gardes-frontières que l'agence peut déployer sur tout le territoire européen. En plus de la sécurisation des frontières extérieures de l'Europe et de la Méditerranée, Frontex est désormais chargé de la formation des gardes-frontières en Afrique. L'agence a même conclu une alliance avec les services de sécurité africains. Le premier objectif, c'est l'échange d'informations dans le domaine des migrations, mais aussi de la criminalité. Sur plus de 20 États membres de ce réseau de sécurité, les 2 tiers sont des régimes autoritaires. Et ces États africains, dont un grand nombre sont noyautés par leurs propres services secrets, sont très intéressés par cette collaboration, j'imagine. Les États, enfin, les agences de police aux frontières de ces pays sont très intéressées en effet, car elles n'ont que très peu ou presque pas d'informations. Elles aussi ont besoin de savoir ce qui se passe chez elles. Frontex entend intensifier l'envoi de personnel et de technologies dans les pays africains. Je crois qu'il est de l'intérêt à la fois des pays européens et des pays africains de développer ces capacités. Le développement de ces capacités passe notamment par l'équipement technique, et l'industrie de la sécurité espère bien en profiter. Rendez-vous sur le plus grand salon professionnel de ce secteur, le Millipol,
à Paris. Les technologies de contrôle et de sécurisation des frontières sont un domaine lucratif de l'industrie de l'armement. Cela tient notamment au fait que l'exportation de ce type de produit est moins réglementée que celle des armes. Aujourd'hui en Europe, il y a une agence qui est Frontex et nous attendons à chaque fois des demandes de cette agence. Donc lorsque vous avez une zone où il faut protéger les passages de trafiquants en tout genre, très souvent on a besoin d'avoir des capacités de surveillance, de contrôle et d'alerte. Et donc là, nous pouvons utiliser soit des caméras jour, nuit, et puis nous pouvons également utiliser l'utilisation des drones pour faire des patrouilles de temps en temps. Toutes ces solutions, c'est un peu comme un couteau suisse. En fonction de ce que vous voulez, vous choisissez l'outil qui est le plus adapté à votre besoin immédiat. La sécurisation des frontières a le vent en poupe. Ce marché croît de 7% par an. Le chiffre d'affaires mondial du secteur devrait dépasser les 50 milliards de dollars d'ici à 2022. Cette santé insolente s'explique par les besoins croissants de la lutte contre l'immigration clandestine. Un sujet sur lequel les exposants préfèrent toutefois ne pas s'exprimer. Airbus, Rheinmetall et les associations professionnelles ont tous décliné ou ignoré nos demandes d'entretien. Leurs lobbyistes, en revanche, s'affairent en coulisses. Le secteur de l'armement vient d'obtenir une enveloppe de 500 millions d'euros pour la recherche et le développement dans le cadre du plan de défense de l'Union européenne. Une personne accepte de nous rencontrer, l'ancien ministre allemand de la coopération, Dirk Niebel, qui nous accorde son premier entretien depuis qu'il a quitté la vie politique en décembre 2013. Il est aujourd'hui employé par le plus grand groupe d'armement allemand, Rheinmetall, pour qui il dirige le développement stratégique international. Il est impossible d'envoyer des patrouilles à pied sécuriser les milliers de kilomètres de frontières qui séparent la Libye de l'Égypte. Il faut faire appel à la technologie. Cela ne se limite pas à construire des murs ou poser des barbelés. La protection technologique, ce sont aussi les capteurs, les radars au sol, la surveillance aérienne. Durant sa carrière politique, Dirk Niebel plaidait déjà pour que l'industrie allemande profite de la politique de développement. Ces technologies existent, il suffit juste de les payer. Or c'est souvent là que le bas blesse, car les pays qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches de façon efficace n'ont souvent pas les moyens de les financer. Mais s'il est dans l'intérêt de l'Europe et de l'Allemagne de mettre en œuvre ce type de mesures de sécurité, alors ce doit être aussi dans l'intérêt de l'Europe ou de l'Allemagne de commencer éventuellement par financer ces technologies, puis de former des personnes qui devront s'en servir. Des sociétés de technologie purement civiles espèrent elles aussi se tailler une part du gâteau africain. Par exemple, par la biométrisation de pays tout entiers. Leader de ce secteur, le néerlandais Gemalto. Photos d'identité et empreintes digitales sont stockées sur une micropuce dans le passeport et contrôlées au passage de la frontière. Le résultat serait que la porte se bloquerait ou qu'un agent d'immigration serait appelé pour un contrôle. L'Union européenne finance l'introduction de ces technologies dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Nigeria. Il va sans dire que l'Afrique est encore un marché où tout reste à inventer et où on peut envisager de déployer le passeport électronique, des systèmes complets, des registres d'état civil. Voyager en Afrique aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent laisser ses empreintes digitales et se faire prendre en photo. Depuis quelques années, les postes frontières et aéroports du continent investissent ostensiblement dans l'équipement. Il sera bientôt impossible de prendre l'avion sans passeport biométrique. L'Ouganda a rejoint depuis peu les nombreux pays d'Afrique dans lesquels les habitants sont tenus de laisser leurs données biométriques. L'obligation vaut aussi pour les réfugiés. Les appareils sont de fabrication européenne. L'objectif est d'empêcher un migrant de déposer plusieurs demandes d'asile à différents endroits. Les données pourraient prochainement être consultées dans le monde entier. La carte d'identité numérique pourrait aussi profiter à l'Union européenne, par exemple en cas d'expulsion d'un migrant débouté du droit d'asile.
L'aide financière est loin d'être à la hauteur des gigantesques besoins de l'Ouganda, où vivent près d'1,5 million de réfugiés. Dans le nord du pays se trouvent les plus grands camps de migrants de toute l'Afrique. La plupart de ces migrants ont fui la guerre qui fait rage au Soudan du Sud. L'approvisionnement alimentaire est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ça suffit pour nourrir votre famille pendant 1 mois? Non, c'est une aide d'urgence pour 15 jours. 15 jours? Vous faites comment ensuite? En général, je ne fais à manger que le matin. Le soir, on boit du thé. L'Ouganda dépend de l'aide internationale pour les situations d'urgence. Les agences de l'ONU sont en première ligne. La situation est critique. Nous n'avons pas assez de nourriture. Cela tient à l'insuffisance du financement par les donateurs. Alors bien souvent, il faut faire avec ce qu'on a. La politique ougandaise en matière de migration est pourtant montrée en exemple dans le monde entier. Ici, les réfugiés ne végètent pas dans des camps, mais habitent des villages. Ce sont eux qui construisent leurs maisons, avec des matériaux mis à leur disposition. Ils sont libres d'aller et venir partout dans le pays. Et pourtant tout manque, ou presque. Vivres, écoles, enseignants, médecins. L'un des principaux donateurs n'est autre que l'Union européenne. Mais rapporté au nombre de réfugiés, le montant de son aide a baissé ces dernières années. Dans le même temps, les pays par lesquels les migrants transitent pour rejoindre la Méditerranée sont de plus en plus aidés par Bruxelles. Kampala a donc l'impression d'être le grand perdant de la politique migratoire européenne. Il y a un important manque à combler. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'UNHCR, le financement de la réponse à la crise des réfugiés est de l'ordre de 35%. Le nombre ne fait qu'augmenter et nos moyens sont largement insuffisants. Nous continuons d'en appeler à l'Union européenne, mais nous ne savons plus quoi faire. Les conséquences de la nouvelle politique européenne en Afrique se font également ressentir du côté du Haut Commissariat aux réfugiés. Vincent Cochetel est chargé des négociations avec Bruxelles. Il y a différentes manières de juger la situation. Si on pense que les problèmes sont réglés parce qu'il y a moins d'arrivées en Italie, ou parce qu'il y a plus de retours volontaires à partir de la Libye vers les pays d'origine, c'est faux. C'est qu'une partie du problème qui est réglée. Les problèmes restent. Moi, je pense que avec le renforcement un petit peu des contrôles à certaines frontières autour de la Libye, c'est beaucoup plus difficile de rentrer en Libye. Et donc, les trafiquants prennent beaucoup plus de risques. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont abandonnés dans le désert, donc on a beaucoup de gens qui meurent dans le désert, probablement beaucoup plus que dans la Méditerranée centrale. Pour Vincent Cochetel, aucun doute. Les Africains sont les perdants de la nouvelle stratégie européenne. Ceci étant, j'aimerais qu'autant d'argent soit dépensé pour le contrôle aux frontières que pour les politiques de développement efficaces dans les pays. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu de déséquilibre. On parle beaucoup de contrôler, éviter l'immigration illégale. On ne voit pas beaucoup de financement dépensé sur la migration légale. Il faut faire des concessions et des compromis de chaque côté. Ça ne peut pas être une politique qu'à sens unique, où on attend tout de l'Afrique sans pour autant ouvrir d'autres opportunités pour les gens. Favoriser les migrations légales vers l'Europe pour réduire les migrations illégales par la mer et le désert. C'est aussi ce que préconise l'Union africaine, qui a sa propre vision de la mobilité des personnes au sein du continent. Plus de 85% des migrations se font à l'intérieur de l'Afrique. C'est un fait. À partir de 2018, le continent va mettre en place un protocole de libre circulation en 3 parties. D'abord, l'abolition des visas. Ensuite, le droit de résidence. Et enfin, le droit d'établissement. La gestion des migrations intracontinentales va donc être mieux encadrée d'un point de vue réglementaire. Il appartient à nos partenaires européens, forts de leur propre expérience, de nous soutenir et non pas de saper nos efforts, du fait d'une politique jusqu'au boutiste de fermeture des frontières. Un reproche qui n'est pas du goût de tous, à Bruxelles.
Je trouve que c'est un raisonnement un peu curieux de dire que gérer ou les aider à gérer leur territoire selon leurs ambitions, et pas juste les nôtres, reviendrait à saper leurs projets. Cela fait des années que je travaille avec l'Afrique, et je suis connu pour être un ami de l'Afrique. Alors je dirais à mes amis africains, faites ce que vous dites, et faites-le sérieusement. Le diplomate n'en dira pas plus. Pour lui, les migrations sont avant tout une menace. Ne nous leurrons pas. Si ces efforts ne s'inscrivent pas dans la durée, la réalité géographique et économique de l'Europe restera soumise à la même pression migratoire. L'Union européenne a atteint son objectif en Afrique, réduire le nombre de migrants qui parviennent en Europe. Mais cette politique a des conséquences fatales. Bruxelles accepte de négocier avec des régimes plus que douteux. Et pour les peuples d'Afrique, trouver une protection ou un emploi au-delà des frontières de leur pays natal devient de plus en plus périlleux.